Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens que nous allons débuter par ceux dont nous venons de parler avec Jürgen Leminski, c'est-à-dire la 7e visite en Israël d'Angela Merkel. Les quotidiens israéliens, les médias israéliens saluent ce matin donc l'arrivée en Israël de la chancelière allemande qui doit arriver dans la soirée. Elle dînera ce soir en tête-à-tête tout de suite après avoir atterri à l'aéroport Ben Gurion avec Binyamin Netanyahou dans la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Et demain, elle se rendra au mémorial du Yad Vashem, recevra le titre de docteur honoris causa de l'université de Haïfa. Elle visitera le musée d'Israël et déjeunera avec le président Rivlin avant de présider avec le Premier ministre Netanyahou un conseil des ministres commun israélo-allemand. De facto, c'est le volet économique qui sera au cœur des entretiens que Merkel aura avec les dirigeants israéliens. La chancelière s'intéresse beaucoup, paraît-il, à l'industrie du cyber israélien, mais dans le domaine des divergences de vues, profondes ou non, entre les deux pays, eh bien, il y a bien entendu, nous venons d'en parler, l'accord de Vienne qui continue à être défendu par les dirigeants allemands, alors qu'il est dénoncé, on le sait, par Israël. Mais selon le Israël de ce matin, il y aurait une différence sensible entre les prises de position officielles de Berlin et les actes du gouvernement allemand. Selon un haut fonctionnaire allemand, Merkel n'est pas Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, et elle ne fera pas tout pour sauver l'accord de Vienne. Et le Israël qui mentionne cette visite en première page souligne que le grand journal allemand Bild a appelé le gouvernement allemand à se démettre de l'accord de Vienne. Selon une source officielle mais anonyme, le gouvernement allemand serait parfaitement conscient des dangers de l'accord de Vienne et du nucléaire iranien. Dans son éditorial, Eldad Beck rappelle qu'Angela Merkel a toujours été aux côtés d'Israël et n'a jamais cessé de réaffirmer que l'existence de la sécurité d'Israël faisait partie des intérêts stratégiques de l'Allemagne et que ce n'est que lorsque les Allemands ont compris qu'Obama était résolu à conclure un accord avec l'Iran sur le nucléaire qu'ils ont suivi pleinement sa voie. Et si Israël fournit à Merkel des preuves que les Iraniens menacent la sécurité d'Israël, alors la chancelière pourrait se retourner et critiquer donc la position de l'Iran. Le journal télévisé de la chaîne 11, Cannes, a révélé hier soir que c'est bel et bien le Mossad qui a fourni aux services de sécurité français les informations nécessaires sur l'implication du gouvernement iranien dans la tentative d'attentat contre les leaders de l'opposition iranienne en France en juin dernier lors d'une convention de cette opposition iranienne à Villepinte. Cette convention s'était tenue en présence, entre autres, du conseiller spécial de Donald Trump, l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani. Les médias israéliens soulignent que la France a gelé pour 6 mois les avoirs de 2 ressortissants iraniens et de la direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement. Une tentative d'attentat a été déjouée à Villepinte le 30 juin dernier. Cet acte d'une extrême gravité envisagé sur notre territoire ne pouvait rester sans réponse, a indiqué le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb. Et les journaux israéliens soulignent qu'il s'agit là d'une démarche très inhabituelle, surtout de la part de la France qui s'est toujours efforcée, on le sait, de préserver ses relations avec l'Iran et qui a toujours été opposée à la démarche de Donald Trump visant à quitter l'accord de Vienne. Hier, avec la publication au journal officiel français d'un arrêté des ministères de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, Téhéran a également démenti ce matin les accusations françaises selon lesquelles un diplomate iranien aurait été impliqué dans ces tentatives d'attentat, donc déjouées en France en juin, donc avec l'aide, le support des services de renseignement israéliens. Et pour rester dans le dossier du nucléaire iranien, le Israël Hayom se fait état du vif mécontentement de Binyamin Netanyahou face au refus de l'AIEA d'aller inspecter les sites nucléaires iraniens à Téhéran, et en particulier le site dont le Premier ministre a révélé l'existence lors de son dernier discours à la tribune des Nations Unies la semaine dernière. Monsieur Netanyahou a pressé l'AIEA de se rendre à Téhéran pour confirmer ses dires, mais le directeur de l'organisation, Yokia Amano, lui a répondu laconiquement « Nous n'envoyons nos inspecteurs que lorsque cela est nécessaire ». Les quotidiens israéliens et les médias soulignent que la tension continue à augmenter dans la bande de Gaza et dans le pourtour de Gaza après une nouvelle journée hier d'envoi de ballons incendiaires en direction du territoire israélien. Le Yediot révèle que les Palestiniens de Gaza se sophistiquent et qu'ils tentent de piéger les enfants israéliens en rajoutant aux ballons des guirlandes lumineuses qui attirent donc les enfants en particulier. De facto, il y a eu encore plusieurs incendies hier dans le pourtour de la bande de Gaza à la suite de l'envoi de ces ballons.
Et puis le Haaretz consacre ce matin sa une au front syrien et à l'annonce du ministre russe de la Défense, selon laquelle les fameux missiles S-300 promis par la Russie après l'incident grave de l'attaqué sont arrivés déjà donc sur le territoire syrien. Côté israélien, on ne cache pas une certaine inquiétude face à ce développement qui pourrait menacer les avions de chasse israéliens. Et puis en politique intérieure, la jouxte entre le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, et son rival, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, se poursuit en première page des quotidiens israéliens, du Yediot Aharonot et du Israël Hayom, qui cite Naftali Bennett, qui a accusé hier Lieberman de mener une politique, je cite, faiblarde et gauchisante. Quant à Lieberman, il a accusé Bennett de démolir le pouvoir de la droite israélienne. Au Likoud, on assiste à cette empoignade avec un certain agacement. S'il continue à se disputer ainsi, nous allons vers des élections anticipées, ont déclaré certains responsables du Likoud. Dans le Israël Hayom, Chaim Schlein déplore donc cette dispute et il écrit ce matin: pendant que Bennett et Lieberman se disputent, la gauche, elle, se marre. Quant aux Haredim, eh bien, il semble être persuadé que la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot pourra être votée très vite après la rentrée parlementaire dans 2 semaines. Selon eux, en effet, Lieberman serait prêt à faire de nouveaux compromis afin de se rapprocher des positions de l'Agudat Israël qui reste dans le monde orthodoxe le courant le plus opposé officiellement à cette loi. Selon Yehuda Schlesinger dans le Israël Hayom, une solution va être trouvée dans les prochaines semaines dans ce dossier. Restons en politique intérieure avec un titre en première page du Yediot Aharonot qui nous révèle ce matin les noms des personnalités dont l'ancien chef d'état-major de Tzahal, le général Benny Gantz, pourrait s'entourer s'il devait décider d'entrer dans l'arène politique à l'approche d'élections anticipées. Selon le Yediot Aharonot, le général Gantz serait en étroite relation avec le président du conseil local de Yerouham, Michael Biton, ainsi qu'avec Adina Bar Shalom, la fille du Rav Ovadia Yosef, pour former une liste électorale d'un parti qui porterait le nom très évocateur de Achi Israël, mon frère Israël. Parmi les autres personnalités évoquées dans cet article, eh bien, on trouve Ruth Yaron, qui fut porte-parole de Tzahal et qui est francophone, originaire d'Algérie. Le Yediot Aharonot consacre ce matin la moitié de sa une à une révélation importante qui se rapporte au douloureux dossier de la disparition des enfants yéménites aux premières années de l'État d'Israël. Il s'agit d'un témoignage de Shoshana Shaham, qui a aujourd'hui 85 ans et qui à l'époque était une jeune aide-soignante dans le camp de toile des Olim du Yémen à Rosh Haïn. Elle affirme très clairement et sans hésiter: à cette époque, j'ai vu des gens très bien habillés venir prendre des bébés et s'en aller. Ensuite, on a menti aux parents de ces bébés et on leur a fait croire qu'ils étaient morts. Et lorsque j'ai demandé à d'autres infirmières pourquoi cela se produisait, elles m'ont répondu: c'est pour améliorer la vie de ces bébés. J'étais là, j'ai été témoin de ce crime, a-t-elle affirmé au Yediot Aharonot après avoir maintenu donc le silence pendant plus de 60 ans. L'intégralité de ce témoignage très fort sera publiée dans l'édition de vendredi du Yediot Aharonot. Et puis, pour nous préparer au retour de notre expert économique Daniel Guggenheim, que nous allons retrouver dans quelques instants. Nous terminerons cette revue de la presse par une page économique en consultant le supplément économique du Yediot Aharonot, Mammon, qui nous permet de découvrir en exclusivité les investissements qui vont être réalisés durant l'année 2019 dans l'aéroport Ben Gurion afin que celui-ci puisse accueillir durant cette année pas plus de 25 millions, ou pas moins de 25 millions de passagers. Parmi les mesures qui vont être prises, le retour du fonctionnement à plein régime du terminal 1. Vous vous souvenez, il s'agit de l'ancien grand terminal de l'aéroport Ben Gurion. Et autre mesure importante, il sera désormais possible de réaliser le check-in dans chacun des comptoirs de l'aéroport sans distinction de destination ou de compagnie aérienne, ce qui devrait raccourcir les queues au départ dans la grande salle des départs de l'aéroport Ben Gurion, du terminal 3 de l'aéroport Ben Gurion. Voilà donc quelques détails concernant le développement de cet aéroport qui doit faire face à un afflux massif toujours plus grand de touristes venant de l'étranger et de déplacements des Israéliens qui continuent à voyager beaucoup vers l'étranger. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve comme promis dans quelques minutes avec Daniel Guggenheim pour parler économie. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.